bah je peux bien sûr. N'hésitez surtout pas quand vous avez besoin de ça parce que je crois que je suis plutôt bonne dans cet exercice. Ouais, non mais n'hésitez vraiment pas. Qu'est-ce que je suis contente de te recevoir, Alix. On fait un peu le match retour. C'est vrai, on fait le match retour. J'ai été invitée dans le clic d'Alix il y a quelques semaines. Ouais, c'est ça. Ça passe si vite. L'interview est sortie fin août, on l'avait tournée. Et on l'a tournée début juillet. Juste avant les vacances. Et puis tu m'as directement écrit. En plus, c'est trop drôle parce que le week-end où tu m'as écrit, je t'ai dit attends, la vidéo sort là. C'est vrai. Et je suis trop contente. D'ailleurs, je mettrai le lien de celle-ci dans la mienne, comme ça tu vois. Et moi, je mettrai le lien. Je mettrai bien sûr le lien de notre interview sous la vidéo. Merci du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation, le petit match retour. C'est vrai qu'on ne te voit pas beaucoup en interview. Je ne suis pas tout à fait à l'aise dans cet exercice. Et pourtant, alors moi, j'adore poser des questions. Mais je suis assez secrète sur ce que je suis. Je suis pas très à l'aise. Je n'accepte que très rarement, soit parce que je connais la personne, soit parce que je sais que je vais vraiment être dans un truc très safe, etc. Et du coup, je me challenge un petit peu à le faire. Et donc, je suis contente de le faire avec toi parce que je sais, pour le coup, que tu es vraiment dans ce délire-là. On est dans le même délire. On est dans le même délire. Je pense qu'on a des personnalités qui sont à peu près similaires. Donc, j'ai aucune inquiétude, mais tu sais, je me dis toujours, mince, j'espère que pour la personne qui va m'interviewer, je vais être ce que moi j'appelle une bonne cliente quand je fais mes interviews. Une bonne cliente, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple toi, c'est-à-dire que je te pose une question, dans ta tête c'est hyper clair, ça déroule, point d'entrée, point de sortie. Mais forcément tu seras comme ça. Pourquoi tu doutes? Parce que je me dis toujours, tu vois, dans le contenu ou dans les choses que je propose, je mets les gens en valeur. Et je me dis, la vie d'Alix Crousset, ça intéresse qui? Ça intéresse beaucoup de monde. Tu vois, c'est ce que je suis sûre de moi. Parce que j'ai pas fait de choses particulières, il m'est pas arrivé une histoire particulière ou quelque chose, et de ce fait, je me dis, moi, tu vois, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je trouve que tu as eu une ascension incroyable aujourd'hui. Moi, quand j'ai dit je participe au clic d'Alix, les gens étaient enfin trop bien. Ça me fait trop plaisir. Mais je te jure que c'est vrai. Enfin, trop bien, on t'attendait trop. J'ai reçu des textos d'amis à moi. Putain, mais j'aime trop cette nana, j'adore ce format, je suis trop contente que tu y ailles. Vraiment. Ça me fait trop plaisir. Et c'est la vérité. Parce que tu sais, moi, je vois vraiment que mes abonnés sont celles, je dis celles, c'est un petit défaut de langage parce que j'ai beaucoup de filles, mais qui sont là depuis le tout début, au moment où j'ai lancé mes réseaux. C'est vrai qu'elles sont toujours hyper soutenantes, mais j'ai l'impression que quand je parle aujourd'hui sur mes réseaux, là, je suis à 180 000 abonnés, un truc comme ça, que c'est pareil que quand j'ai commencé, où au début, il y en avait 300, 400, et je me rends pas trop compte. Je vois des pseudos récurrents, mais je me rends pas trop compte de s'il y a des gens en plus ou pas. Et puis en plus, il y a plein de gens qui manifestent pas leur intérêt, qui sont hyper soutenants, mais qui le manifestent pas. Au même titre que moi, je me force, tu sais, maintenant à me dire, mais idiote que tu es, pense à mettre des commentaires. Tu es là à dire aux gens, mettez des commentaires, partagez, et tu le fais même pas en tant qu'abonné. Donc tu vois, je me force à le faire aussi, parce que je sais que c'est hyper flatteur pour les gens. Et c'est vrai que le moindre commentaire, le moindre truc me fait plaisir. Mais aussi, j'aime pas trop me mettre en avant, parce que j'ai pas envie qu'on s'intéresse à moi ou qu'on vienne, que des gens qui me connaissent pas se disent mais un peu qu'est-ce qu'elle a celle-là. T'as peur de la méchanceté des gens? Ouais. Tu vois, ça fait j'ai commencé les réseaux, j'ai commencé mon blog en 2014, donc ça fait plus de 10 ans. Et tu vois, il y a un peu ce truc de dire oui, plus le temps passe, moins on accorde de place à la critique, moins ça nous touche. Oh, que nenni, ça me touche de la même façon. Mais même des trucs bêtes, tu vois, mais genre, je sais pas, t'es moche, etc. Alors que, et tu sais, je déconstruis le truc, je me dis, écoute Alix, c'est Jean-Michel du 34 qui t'écrit ça avec pas de photo, 0 abonné, 0 abonnement. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il va penser? Mais parce que, et ça je le dis tout le temps en interview, je pense que la majeure partie des gens qui sont exposés, que ce soit sur les réseaux, dans le milieu médiatique, sont des gens qui, à l'origine, ont potentiellement un petit souci de confiance en soi. Et là où c'est complètement pervers, c'est que bon, moi, je pense que c'était mon cas. Tu recherches un peu, tu sais, l'attention, tu recherches à ce qu'on te valorise, mais tu vas faire un truc qui est complètement dingue pour ces gens-là, c'est-à-dire t'exposer à l'avis de plein de gens, alors que tu as même des soucis à ce qu'on, tu vois, te donne son avis sur toi. Donc, il y a ce truc un peu... Tu te définis comme quelqu'un de timide ou pas? Pas timide, mais très introverti. Alors, la différence que je fais, c'est que... Et dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près ça. Timide, quelqu'un d'introverti, pardon, c'est quelqu'un qui va se ressourcer en étant seul. Tu vois, quand par exemple j'ai passé une grosse journée, moi j'ai besoin qu'on me calcule plus. Je rentre chez moi, je mets mon masque, je parle à mon chat et je ne veux pas qu'on me parle jusqu'au lendemain.
Alors que j'ai des copines qui sont extraverties et qui vont se ressourcer en étant avec d'autres gens. En allant boire un verre avec les copains après une journée de travail. Moi, je suis tout l'inverse, je suis comme toi. Moi, il faut là que je sois là avec mon truc, mon masque LED, machin. Je me fais des Attends, on t'imagine très bien, on adore. Imagine, ayez la vision sur le canapé. Et en revanche, je ne suis pas timide parce que j'adore aller vers les gens. J'ai aucun souci à prendre la parole en public. J'adore faire des conférences, parler devant plein de gens. C'est quelque chose que j'adore. Et il y a parfois ce petit amalgame qui est fait entre timidité et être introvertie. Donc, je ne pense pas être timide. En revanche, introvertie, oui. Et quand tu étais petite? Ah non, quand j'étais petite, j'ai été bavarde. Tout le monde m'appelait Miss Bavarde. Mais d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai gardé. Et ma mère passe son temps à me le dire. On va beaucoup parler de ta maman après. Parce que quand même, c'est une star. Ah, de grousser la reine. C'est une star. Attends, elle a 30 000 abonnés sur Instagram. C'est une star, je te dis, c'est une star. Je l'adore. Heureusement, mais j'adore. Moi aussi, je l'adore. Et ma mère, parfois, fait la réflexion, c'est que comme je suis hyper curieuse, j'adore, tu sais, poser des questions aux gens. Et là, il y a une petite déformation professionnelle qui est en train d'opérer en ce moment et dont je me rends vraiment compte, c'est que, mais du coup, je parle trop avec des gens, mais qui sont peut-être pas disposés à me parler. Quand je suis à la caisse, et ça m'est arrivé l'autre fois à la caisse, on est au Monop avec ma mère, et puis je voulais parler avec la dame, quoi. Mais c'est trop cool, mais moi j'adore les gens comme toi, il en faut. Oui, mais après, avec le recul, je me suis dit, mais pauvre idiote que t'es, lui pose pas de ces questions. Ça fait longtemps que vous travaillez là et tout. Et j'ai vu qu'elle était un peu décontenancée. Elle était pas du tout méchante, elle était contente de me parler. Mais j'ai vu qu'elle se disait, mais de quoi tu te mêles, toi? Elle a peut-être pas l'habitude que les Parisiens soient aussi non, mais en vrai, là... agréables. Là, c'est moi qui étais un peu à côté de mes pompes. Parce qu'en sortant, du coup, ma mère m'a dit, Alix, par contre, les gens, calme-toi aussi. La dame fait son métier, laisse-la tranquille. Mais donc, t'as toujours été quand même quelqu'un de rayonnante. En tout cas, j'adore parler avec les gens. J'adore écouter l'histoire. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même mon métier, que de parler avec les gens, que d'essayer d'animer, de faire... Qu'est-ce que tu fais concrètement pour les gens qui nous écoutent en podcast ou qui nous regardent sur YouTube, qui ne te connaissent pas encore et qui vont apprendre à te découvrir avec cet épisode? Comment tu te décrirais? Qui es-tu? Ah oui, c'est vrai qu'on l'a même pas dit. Alors, j'ai plusieurs casquettes, je dirais. Je travaille sur les réseaux sociaux, mais moi, j'ai toujours rêvé de médias. Et depuis que je suis petite, je sais que je vais terminer en télé. J'adore la radio aussi. J'adore déjà, tu vois, ce mindset de petite, j'avais ce rêve. Ah ouais. Et je savais que j'allais y arriver. En fait, tu t'es donné les moyens d'eux. Et je trouve que ça, c'est un mindset qui est exceptionnel. Alors après, je vais t'expliquer un truc sur cette question de se donner les moyens, parce que j'ai été très privilégiée, et ça, c'est super important de le dire, parce que de fait, il y a certains trucs sur lesquels je suis passée plus vite, je pense. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, depuis petite, moi, je rêve d'être en télé. D'être animatrice télé. Quand j'étais petite, tous les soirs, j'assistais mes parents. Allez, on fait la météo. Je faisais la météo. Et puis, je prenais, tu sais, j'adorais faire les fausses voix de journalistes. Et donc, je parlais comme ça. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. J'avais 8 ans. Je pensais que c'était vraiment comme ça. Aujourd'hui, c'est le journal de 20h. J'adorais faire des faux lancements, des faux trucs. Et c'est très bizarre parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels je doute énormément, dans ma vie perso, parfois dans la vie pro. En revanche, il y a un sujet sur lequel je n'ai aucun doute, c'est que je sais que je vais finir en téloche. Alors, quand, comment ? Ça, je ne sais pas pourquoi. Là, je sens que j'ai 27 ans, j'arrive à peu près au moment où on s'intéresse un peu à moi. Avant, j'étais trop jeune et je l'entends complètement parce que, et tu le sais mieux que moi, en télé, il y a des histoires de cibles aussi. Oui. On veut absolument cibler celle qui était avant, qu'on appelait la ménagère, aujourd'hui la responsable des achats, et la responsable ménagère, et la responsable des achats, pardon, pour qu'elle puisse s'identifier à quelqu'un. Et bien, si tu es une petite minette de 22 ans, elle va moins s'identifier. Et c'est logique. Et donc maintenant, je l'entends beaucoup mieux et j'ai moins de frustration. C'est difficile à l'entendre, mais c'est vrai qu'après, avec la maturité, on l'entend. On l'entend et on le comprend. Parce qu'il y a des publicitaires derrière, c'est eux qui font vivre la chaîne, donc tu l'entends. Donc, moi, j'ai commencé en web radio, très jeune, sur VL, qui est la première web radio qui m'a donné ma chance. T'es arrivée là-bas comment? Comment ça s'est déroulé, cette arrivée chez VL? Alors, je me suis pointée un jour chez VL, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Amaury, et qui m'a dit, écoute, nous, on recherche une community manager pour une émission, si tu veux. Je me suis dit, je vais rentrer par là, et puis je vais être community manager. Donc, dans une petite émission, j'étais CM. Je lisais, au début, j'étais juste CM. Après, on m'a fait lire 2-3 tweets à l'antenne. Après, j'ai peut-être fait une ou deux vannes. On m'a dit, tiens, viens un peu plus autour de la table. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et j'ai commencé à faire de plus en plus d'antennes. Parce que ce qui est trop bien dans les web radios ou les médias digitaux, c'est qu'on te laisse beaucoup plus ta place si tu as envie de commencer. Parce que, tu vois, personne n'est payé, c'est une association. Donc, tu as envie de bosser, vas-y, viens bosser. Je bossais, j'étais tout le temps là-bas. Tu te sentais heureuse? Ah, j'étais trop bien. Vivante? Ah, mais j'étais trop bien. Je mettais mon casque et tout. C'était vraiment mes meilleures années. T'as quel âge à ce moment-là? 17 ans. Oui, toute jeune. Donc en plus, voilà, t'as 17 ans, on te laisse ta chance, tu vois, il n'y a pas d'histoire de il te faut un contrat, machin, c'est une association, tu veux, tu viens, on faisait des événements avec VL, je venais, on passait la journée, c'était trop génial. Donc j'ai commencé comme ça. Passion média. Passion média direct. Et je me suis dit, bon, là, en parallèle, je faisais des études de communication.
Et je me disais, il va y avoir 2 trucs. Soit tu continues à rester un petit peu devant la caméra, chose que tu as envie de faire, et il va falloir patienter et trouver un moyen pour continuer à pratiquer et faire de l'antenne. Soit tu fais des études de journalisme, la voie un petit peu plus royale, et puis quand tu auras terminé tes études, tu iras peut-être vers de l'info. Mais moi, depuis toujours, j'ai toujours voulu faire du divertissement. Et tu sais pourquoi? Tu sais d'où ça te vient? Tu as une émission comme ça? Tu te rappelles d'un truc? Moi, je me souviens, alors c'était pas tant du divertissement, c'était une de mes émissions préférées, c'était Le Tube avec Daphné Burki à l'époque. Ah ouais. Parce que ça représentait plein de trucs que j'adorais. De l'interview, du lancement plateau, et elle ouais, d'accord. C'était Canal, tu vois, il y avait tout ça. Et j'ai adoré, dès les premières saisons, Danse avec les stars sur TF1, ce que faisait à l'époque quand il y avait... même quand il y avait la co-anime avec Sandrine Quétier, au tout début, tu vois. Queen. Après, moi j'adore aussi la cuisine, donc les émissions d'M6, Top Chef, Le meilleur pâtissier, ça j'ai toujours adoré. Et voilà, je me suis toujours dit, j'ai envie de me marrer dans mon taf. Et l'info, c'est pas tant pour moi. J'ai essayé, j'ai fait des formats un peu info-actu. Ça me plaisait parce qu'il y avait ce côté antenne, mais en même temps... Moins fun. Moins fun. Et tu vois, moi j'avais envie de faire un peu des... Vas-y, toi, t'as envie de faire de la vanne, t'as envie de faire du blague. De la gaudriole, tu vois, de me marrer. Donc je me suis dit, bon, alors là, il y avait les réseaux sociaux qui commençaient très très fort à bien popper. Ok. C'est là que je me suis dit, écoute ma grande, fais tes études et puis monte ta chaîne YouTube pour produire des formats qui sont un peu télé, continue à garder la main parce que j'avais peur en m'enfermant dans des études de journalisme que je perde un peu la main de l'antenne, tu vois. Et qu'on t'oublie aussi. Exactement. Et donc je me suis dit, et puis quand on en reviendra, tu pourras décrocher un peu la partie influence, création de contenu pour la télé. Donc c'est déjà hyper mature à cet âge-là de se dire ça, parce que c'était il y a combien d'années ça? Une dizaine d'années? C'était il y a... j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 7 ans. Donc en fait... On en était où il y a 7 ans dans YouTube? On en était à... Oh, c'était 2017-2018, ça commençait quand même à être... il y avait des gens qui en vivaient. Donc ça, je pense que j'avais totalement conscience qu'on pouvait vivre de son contenu. Mais en lançant mes réseaux, et ça, je l'ai toujours dit à mes abonnés, c'est que pour moi, c'est un moyen et pas une fin. Ma fin, c'est pas d'être créatrice de contenu, sans du tout dédaigner ceux qui le font. Bien sûr. Mais c'est pas ce qui m'anime au plus profond de mon corps. C'est un chemin qui va te permettre d'accéder à d'autres choses. Exactement. J'adore ce que je fais, j'adore ma relation avec mes abonnés. J'adore parler avec authentique. eux. Je me marre, je mange des trucs et tout sur les réseaux, j'adore. Mais je sais d'ailleurs, pardon, excuse-moi, ça, ce n'est pas avec ou sans sucre qu'il l'a ramené. C'est Madame Grosset. J'ai apporté le dessert. Et ça, on adore d'ailleurs. Hop, c'est reparti. Oui. D'ailleurs, nous allons tout à fait en prendre une petite amande. Bon. Ça fait plaisir. Par contre, t'en prends une, t'en prends 10. Hein. Oui, bah, c'est le but. Hein. Donc, pardon, excuse-moi. Attends, je mange mon amande. Excusez-nous, on va manger en même temps que nous. Vous allez voir, ça fait du bien. On en aura plein dans les dents. Tout à fait. Ils vont adorer. Donc, si tu veux, voilà, je lance mon truc en me disant, le jour où on te laissera vraiment ta chance en télé, tu pourras t'investir en télé. Et je garderai toujours mes réseaux sociaux parce que quand tu es personnalité publique, animateur, machin, c'est important d'avoir des réseaux. Et puis même, c'est cool d'avoir un lien avec sa communauté. Et puis, tu es beaucoup plus libre. Voilà. Mais, mine de rien, si un jour on me dit, écoute, je fais n'importe quoi, tu pars en tournage pendant 3 mois, tu peux pas communiquer, on me le dira jamais, mais si on me dit ça, ok. J'ai toujours mis les médias avant les réseaux pour moi. Ok. On pourrait te le dire si y a une émission, tu vois, par exemple, type Koh-Lanta, un nouveau truc qui arrive. Il tourne au moins 6 mois, voire 1 an avant la diff. Donc ça, c'est un tournage qui reste hyper secret. Tu vois, ça pourrait par exemple être un format dans lequel on te demande de rester très secrète. Mais je comprends la relation. Elle n'est pas non plus simple en vrai, cette relation. Moi, j'utilise mes réseaux comme plateforme pour communiquer, pour être encore plus authentique que ce que j'essaye d'être en télé. Mais la télé, c'est pas toi qui fais le montage. Oui. C'est pas toi qui es derrière. Tu captes ce que tu as envie de capter aussi. Oui, puis si du jour au lendemain, on te dit c'est finito pipo, quoi. Ouais. Et ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on ne pense. Oui. Et puis ça fait peur. Ça, pour le coup, je suis d'accord, ça fait peur. Et c'est là où je suis quand même bien contente d'avoir aussi une autre plateforme, d'avoir les réseaux. C'est de me dire, si ça fonctionne pas, j'aurai toujours ça, je pourrais toujours faire autre chose. Voilà, mais quand je te dis que je mets d'abord la prio sur la télé, c'est que imaginons, on m'appelle pour me dire on a un rendez-vous méga important avec une chaîne, on te signe, tu vas être aux 20h. Ça n'arrivera pas comme ça, mais imaginons qu'il y a ça. On adore. Et que j'avais prévu une interview pour ma chaîne YouTube, je vais décaler mon interview pour ma chaîne YouTube. Okay. Et ce sera ça la prio, tu vois, pour être là au moment, parce que c'est tellement des trucs d'opportunité, ça fait tellement 10 ans qu'à chaque bougie, là, que je souffle sur mon gâteau, je me dis, allez, c'est maintenant. Bon. C'est horrible, tu sais, les moments du mercato.
Ça, Ouais. je crois que j'en ai jamais Oui. parlé. C'est dur. Les moments de mai-juin, c'est le moment où tu sais, tu fais un peu les castings Ouais. pour préparer la rentrée, etc. Et donc, t'es appelé, tu fais des trucs, puis bon, ça le fait pas, ou alors l'émission n'est pas reconduite, ou alors... Et à Comment chaque tu fois, gères ces moments-là? alors c'est la période que je gère pas du tout dans l'année, mais maintenant je l'ai compris. En plus, c'est mon anniversaire, je prends toujours un an de plus, j'aime pas cette période-là, tu vois. Et donc, j'ai toujours... C'est ma période nulle. Mai-juin, c'est ma période où je suis triste, tu vois, parce que je me dis... Eh ben, encore une rentrée sans gros sec, quoi. Finalement, c'est planté, quoi. C'est tellement difficile. Donc, mais je me dis, là, je sens que je rentre dans la fenêtre où je commence à avoir des rendez-vous avec les chaînes. Je vois qu'il y a des boîtes de prod qui viennent me parler. Chose qu'avant, ça ne se passait pas. C'est-à-dire que c'était moi qui envoyais des mails et des mails et des clés USB et je faisais des projets. La lourde. Non, moi je trouve au contraire que... Tu vois, si je suis un jour, allez, pourquoi pas, viens, on se met à rêver, je dirige une chaîne, je dirige un programme, moi je vois quelqu'un qui se donne autant les moyens que toi, je me dis, mais attends, mais il faut lui donner sa chance. Alors tu vois, ce qui m'a fait peur à un moment donné, c'est que je me suis dit, bon, alors là, il va falloir se remettre un petit peu en question, est-ce que t'es pas complètement à côté de la plaque? Parce que s'il faut, je suis très mauvaise et c'est pour ça, tu vois. Mais la chance que j'ai, et j'ai eu un petit éclair comme ça l'an passé, j'ai passé un gros casse pour un truc assez cool, et on m'a dit, le seul truc qui bloque là pour l'instant, c'est qu'on veut que tu aies 27-28 ans. J'allais te dire, c'est l'âge. Mais non, mais alors là, ça c'est dommage. Et pourquoi l'âge prend autant de place? Et ça, c'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'on le dise, parce que c'est la vérité et c'est OK. Et dans un sens comme dans l'autre. Parce Oui. que je pense quand même en télé que quand tu es une femme, tu as vraiment cette espèce de Ouais. petite fenêtre là où il faut pas se planter. Tu vois, là, j'arrive à l'entrée Ouais. et la sortie de la fenêtre, elle vient très vite quand même. Hein. Je crois qu'on aime bien aussi quand les femmes ont des enfants. Ouais. Qu'elles sont mamans, Oui. le public s'attache, se dit ah c'est une femme comme une autre. Et du coup il y a aussi toute cette relation de faut-il donc avoir des enfants pour être considérée comme n'importe quelle femme? Il y a aussi toute cette question-là qui n'est pas facile. Tu vois, moi je suis plus âgée que toi, j'ai 32 ans. Ouais. Ouais, 32. Ça passe à une vitesse, mon Dieu. J'ai 32 ans et je suis très OK avec mon âge. J'ai aucun problème. Je suis très OK avec le fait d'avoir 32 ans, d'être célibataire et sans enfant. Mais je suis encore du coup considérée, je pense, peut-être que je me trompe, je ne pense pas, dans la catégorie, c'est encore une gamine. Ouais. Donc, il faut avoir quelqu'un dans sa vie, être paxé et être marié et avoir un enfant pour être considéré comme une femme. C'est dur. C'est vrai qu'il y a tout ce truc-là, si tu veux, auquel je pensais pas forcément être confrontée. Et puis les gens ont l'honnêteté de te dire pourquoi. Et je trouve ça toujours intéressant quand tu passes un cast, que tu fais un essai, je demande toujours un feedback après pour dire qu'est-ce qui n'a pas été. Est-ce que c'est parce que, là en l'occurrence c'était pour une histoire de chronique, est-ce que c'est parce que ma chronique était à côté? Est-ce que j'avais pas le bon ton? Alors, la réponse était ah non, c'était vraiment génial, tout était bien, le ton était bien, le dynamisme. Donc là tu es content parce que tu dis ok, le travail était valorisé, mais il y a déjà des gens un peu plus jeunes dans l'équipe et on ne veut pas que l'équipe soit trop jeune. C'est un choix édito. Mais tu vois, quand je suis sortie de là, je me suis dit, bon, c'est pas négatif parce qu'en fait, je préfère qu'ils me disent ça plutôt qu'ils me disent, alors la chronique éclatée. Ouais. Bon, bah c'est bien, t'as l'âge qu'il faut, mais c'était nul. Bon, bah en vrai, je préfère qu'on me dise, bien bon, sûr, c'est un peu jeune parce que ce sont des gens qui, je pense, se souviendront de toi oui. et au moment voulu, te donneront leur chance. Mais c'est vrai que quand tu penses être capable de tenir quelque chose et qu'on projette sur toi des peurs qui sont même pas réalistes, parce que très honnêtement, je pense que j'aurais géré le truc. J'en doute pas. C'est un peu frustrant. Tu es OK pour nous dire de quoi tu parles comme émission ou t'as pas envie? Non, je peux pas le dire. Non, OK, pas de problème. Je peux pas le dire. Pas de problème. Mais du coup, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, puisque moi, j'ai passé le casting pour être sur Bonjour la matinale de TF1. Et j'ai pas vraiment eu de retour. Et en fait, je pense que j'aurais dû les demander. Tu vois, je sors une exclue dans mon propre podcast. C'est vrai que j'ai jamais pensé à dire que j'avais passé le casting pour Bonjour la matinale. Et je voulais une chronique un peu sport, un truc un peu sympa. Tu vois, enfin, un truc en plus qui me ressemble. La jeune femme que j'aime beaucoup, qui a ce poste-là, le mérite mais entièrement. Donc, j'ai pas du tout de souci à me dire j'aurais été meilleure qu'elle. Parce que c'est pas vrai. Mais par contre, j'aurais effectivement bien aimé avoir un retour. Et il y a ce truc de... en gros, on te fera confiance plus tard. Mais le plus tard, j'ai pas envie qu'il arrive trop tard. Je suis d'accord avec toi. Non, je pense qu'on est assez alignés sur tous ces sujets. Et oui, c'est un peu compliqué. Tu es très passionnée de cuisine. Oui, j'adore la cuisine. Tu aimes la bouffe. J'adore cuisiner. Ça, c'est un truc qui me détend. Parce que comme je travaille, tu sais, avec mon ordi tout le temps, les réseaux, les trucs, j'ai besoin d'avoir une activité qui ne nécessite pas
que je sois sur mon écran. Alors, il y en a qui adorent faire du coloriage, des puzzles. Moi, j'adore la cuisine parce que tu fais quelque chose et ensuite, alors déjà, c'est un peu ce que j'appelle mon langage de l'amour. Tu sais, on a tous notre langage de l'amour. J'adore que les gens soient contents de manger ma cuisine et aussi parce que je retire une énorme satisfaction de me dire j'ai fait une activité qui m'a détendue et en plus, c'est sympa comme tout, quoi, tu vois. Alors que j'ai du mal à faire du coloriage ou ce genre de truc parce que je me dis bon bah ok t'as colorié ton carnet mais moi j'en retire pas, tu vois, moi oui, c'est des coloriages. Moi j'ai une copine, elle adore faire des puzzles, donc elle m'invite parfois, on fait des soirées puzzles. Je suis trop contente d'y aller parce qu'on passe un bon moment. Mais après je me dis mais c'est frustrant. Ok, mais il y a rien qui ressort de toi alors que dans la cuisine oui. Oui, il y a ça, il y a ce truc, t'invites tes potes, tu fais tu crées un truc. Moi, c'est aussi quelque chose que je partage beaucoup avec ma mère. Avec ta maman, la fameuse. Exactement. On a écrit un livre de cuisine ensemble. Donc ça, explique-nous, parce que c'est quand même exceptionnel. Quelle chance d'avoir l'opportunité d'écrire avec sa maman. Tout à fait. En fait, c'est un souvenir. Je voulais vraiment le faire. Pour moi, je ne me voyais pas écrire un livre de recettes toute seule parce que. Pourquoi ? Parce que j'avais envie d'avoir un souvenir avec ma mère, un souvenir un peu physique. Je suis très famille. C'est vraiment mes piliers. C'est mon socle. J'ai vraiment besoin de ma famille au quotidien pour, je sais pas te dire, c'est vraiment mon socle, tu vois. Il peut m'arriver tout, tant que j'ai ma famille, tout va bien. Et ce sera toujours ma priorité sur tout. Ma famille, ça passera toujours avant tout. T'es sûre qu'on n'est pas un peu sœurs ? Tu sais, quand tu parlais dans mon épisode, je disais trop rien, parce que je me disais, bon, c'est épisode d'Inès. Mais dans ma tête, je me disais, ah oui, bah, je relate ce qu'elle raconte. Et, tu disais que ta maman habitait dans le même immeuble que toi ? J'habite au 3e, ma mère habite au 5e. Mais alors, ça, à chaque fois que j'en parle, il y a la team premier degré qui va dire « Ah, je pourrais pas, gna. » Mais en fait, c'est possible que si ta mère, en l'occurrence la mienne, est très respectueuse. Tu vois, ma mère, elle va jamais descendre chez moi. Elle m'appelle toujours avant de savoir si elle peut descendre chez moi. Je peux venir ? Je suis là dans Elle sonne à la porte. Tu sais, elle sonne alors qu'elle me dit « Je descends, Lilou. » Elle sonne à la porte avant d'arriver. Je dis « Maman, je suis là. » Et là, je suis partie un mois à New York. Et pendant que j'étais à New York, donc elle a mes clés au cas où il y a un problème, elle m'appelle, elle me dit « Je peux venir te prendre du sucre ?» Je dis « N'hésite pas parce qu'en fait, finalement, il n'y a personne. » Alors que, tu vois, à l'inverse, moi, je monte chez elle comme ça, je rentre comme si c'était dans un moulin. Bien sûr. Moi, quand je retourne chez ma mère, crois-moi bien que je suis comme à la maison. Oui, mais tu vois, je me dis, elle s'impose, elle, un respect. Il n'y a jamais eu de truc avec des mecs. Tu vois, pas du tout. Elle n'est pas du tout oppressante. Et j'entends que si tu as une maman qui peut être un peu intrusive, un peu oppressante, cette configuration-là ne peut pas fonctionner. Et si ma mère était comme ça, je ne tiendrais pas. Mais en revanche, rien que le fait de tous les soirs pouvoir aller, quand je rentre à la maison, lui faire un petit bisou pendant 5 minutes, lui demander si elle a passé une bonne journée, ben... Moi, c'est tout ce qu'il me faut. Je ne te dis pas qu'on passe 5 heures par jour, qu'elle me fait des gratouillis comme ça en train de me donner de la purée. Non, mais tu vois, quand elle est chez elle à Paris, ben, on se voit le soir, je rentre, je vais lui faire un petit bisou. Après, je vais dîner avec mes copines. Et je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Il y a une espèce de truc là, qu'on se met dans la tête à partir de tel âge, il faut... moi, je resterai toujours les enfants de mes parents. Bien et sûr. Plus je pourrais passer du temps avec eux, je ne veux pas regretter une seconde, tu vois. Je ne veux pas me dire... Ah, sous couvert, je sais même pas sous couvert de quoi, mais j'ai pas envie de passer du temps avec mes parents. Mes parents, je vais en profiter le maximum. Tu dis tes parents, donc du coup ta maman est mise en avant. Tes parents sont toujours ensemble ? Ils se sont séparés pendant le confinement. D'accord, le jour du confinement. Mais Double news, dommage. Mais tu t'entends très bien avec les deux. Et surtout, mes parents ont super bien réussi déjà leur mariage et leur séparation. Ils sont restés ensemble 38 ans. Et puis, bon, ils se sont séparés. Malheureusement, ça arrive. C'est la vie. Mais on se voit toujours, on déjeune ensemble. Trop cool. On fête Noël ensemble. Là, on a un mariage ce week-end. On y va en voiture tous les 4. Enfin, c'est... Pour ma sœur et moi, ça a été génial que ça se passe aussi bien. Au début, c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant même de vivre une séparation quand tu es adulte. Parce que... C'était du coup il y a 3 ans, quoi. C'était il y a... 3-4 ans, le confinement. Ouais, c'est ça, 4 ans. On n'a plus la notion du temps, mais exactement. Je crois que c'est ça. Et puis tu vois, quand tu es adulte, je pense que ton entourage se dit que ça va peut-être moins te toucher parce que tu es adulte, que toi, en tant que femme, tu as aussi vécu des séparations. Donc, vas-y, c'est tes parents, mais c'est pas comme quand tu es enfant, qu'il y a histoire de garde partagée, etc. Et ça, c'est un peu compliqué. Parce que moi, la séparation de mes parents, ça a été très, très dur, comme je suis très famille, et que je suis également quelqu'un qui est assez ritualisé. Tu vois, j'ai besoin d'avoir mes repères, mes petits trucs, mes machins. Et en fait, je pense que l'inconnu d'un seul coup, tu vois, les premières questions que je me suis dit, c'est mais pour Noël, mais comment on va faire ? Tu vois, des questions techniques. Même pas sur des questions de relations. Mais ces 2 personnes merveilleuses qui ont très bien réussi leur séparation, qui nous ont beaucoup protégés et qui eux-mêmes se sont beaucoup protégés parce qu'ils se sont énormément aimés et qu'aujourd'hui, ils restent très amis et ils ont cette chance d'avoir bien réussi leur séparation.
Tu parles de ta famille, donc tu as aussi une grande sœur Une ou petite sœur. Petite sœur. Ma petite sœur qui a 2 ans de moins que moi. D'accord. Et donc très proche, j'imagine. Oui, 2 ans, on est c'est rien. super proches et je suis trop admirative de ma sœur. Elle fait quoi ta sœur dans la vie? Ma sœur, elle bosse en communication dans le luxe parce qu'elle est passionnée de luxe. Pareil, donc Justine, ma sœur, pardon, depuis qu'elle est petite, elle est passionnée de mode et elle s'est battue pour faire ce qu'elle voulait parce que quand on était plus jeune, tu vois, il y avait un peu ce truc de dire ah oui, ok, elle colorise ses trucs de styliste là à Noël, mais entre ça et le monde du luxe, et tout le monde projetait des trucs comme ça en disant non, mais tu verras le monde du luxe. Et elle s'est jamais démontée et aujourd'hui elle excelle dans son milieu et je suis trop fière d'elle parce que elle a une connaissance et une culture du milieu de la mode, elle apprend plein de choses, c'est une fille géniale. Vous avez une relation fusionnelle? On s'entend trop bien. En fait, quand on était petite, on se disputait beaucoup quand on vivait chez mes parents. Et du jour où moi je suis partie quand j'avais 19 ans, là on a eu une trop bonne relation. Parce qu'en fait, on se voyait que pour les bons moments. On a nos petits rituels. Le samedi matin, on va prendre notre petit café. Les rituels. Oui, voilà. Après, la personne a besoin d'horaire. Donc on a tous nos trucs et on s'entend à merveille, quoi. À ton avis, Alix, je trouve qu'elle est un peu difficile cette question, mais allez, je te la pose. Qu'est-ce qui fait ton succès sur YouTube? C'est toujours dur de prendre du recul comme ça sur soi. Qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui ton succès? C'est drôle que tu dises succès parce que moi, j'ai pas trop l'impression d'avoir de succès. Toi, tu es quelqu'un qui te dévalorise beaucoup. Alors, c'est pas tant que je me dévalorise. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels je sais que, vas-y, je suis bonne, je sais faire ça, c'est bien. Mais je trouve que succès, tu vois, j'ai pas tant d'abonnés que ça. J'ai beaucoup d'abonnés, mais par rapport à des gens qui ont des millions et tout, j'ai toujours vous n'êtes pas non plus c'est pas la même chose, vous créez pas la même chose, vous ambitionnez pas les mêmes choses non plus. Et honnêtement, j'ai pas trop envie d'avoir tellement plus d'abonnés que ça. Moi, tu vois, je te dis entre 100 000 et 300 000 sur chaque plateforme, je trouve que c'est bien. Ça te permet de bien gagner ta vie, d'avoir une communauté qui est encore à taille humaine, entre gros guillemets. Mais plus, ça ne m'attire pas trop le succès comme ça, c'est pas quelque chose que je recherche. Tu vois, si je dis pas de bêtises, quand tu es partie à New York, tu as organisé un petit un déjeuner avec mes abonnés. Un pique-nique avec tes abonnés. Typiquement, peut-être que je dis des bêtises, mais quand tu as des 5 à 6 millions d'abonnés, tu peux pas faire ça. Bah déjà, à Paris, aujourd'hui, je pourrais pas faire ça. Tu vois, à New York, j'ai dit, bon, on se retrouve à Central Park, il y avait une 50aine de personnes qui sont venues. À Paris, je sais que c'est pas possible. Quand j'ai fait les dédicaces pour le livre, on a fait pendant 4 heures avec ma mère quand on était à la Fnac à Châtelet. Il y avait des gens qui venaient. Je sais qu'à Paris, ce serait pas possible parce qu'en plus, maintenant, tu sais, on n'a plus le droit de se rassembler, etc. Donc, mais ce qui est normal. Hein. Donc, bon, ça, ce serait un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui fait mon succès? Alors, tiens, tu sais quoi? Ça va me permettre de rebondir sur ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux privilèges. Parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est un sujet qui est un peu touchy, donc si jamais je dis des bêtises, surtout reprends-moi. Et dans les commentaires, soyez gentils si je dis des bêtises. Parfois, sur les réseaux sociaux, il y a un peu ce truc de « quand on veut, on peut, lancez-vous, je me suis lancée, gna 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 ». C'est vrai et pas vrai. Parce que, par exemple, moi, je me suis lancée sur les réseaux sociaux en ayant ce que j'appelle un parachute doré au-dessus de la tête. Qu'est-ce que le parachute doré? J'ai grandi dans un quartier sympa. J'ai été en école privée. J'ai les parents qui avaient les moyens. Mes 2 parents étaient avocats. J'ai eu une enfance très privilégiée. Par exemple, j'ai jamais, tu vois, ma mère, elle nous a jamais dit pendant les courses, ah ben non, ça on peut pas se le permettre. Ou j'ai jamais senti qu'il y avait un manque d'argent. On a toujours été en vacances dans des beaux hôtels, on a toujours eu des vacances. Dans une éducation quand même marquée par la religion catholique, parce que ma mère est catholique. Et donc, ma mère est assez pratiquante. Donc, elle nous a beaucoup éduqués aussi dans le don, puis le fait d'avoir été en école privée. On avait pas mal de trucs avec des assos et tout. Donc, de vraiment se rendre compte que nous, on avait cette chance-là. Mais que c'est pas pour autant qu'il fallait qu'on soit pourri gâté, qu'on n'avait pas des cadeaux en dehors des moments où tu avais des cadeaux, tu sais, Noël et anniversaire. Mais je me rendais bien compte que j'avais de la chance, que j'allais en vacances, etc. Donc, j'ai eu des parents qui m'ont toujours dit « on vous paye les études que vous voulez ». Moi, je me suis arrêtée à la licence parce que je commençais à travailler, mais si j'avais voulu faire plus, si j'avais voulu partir aux États-Unis, si j'avais voulu, j'aurais totalement pu le faire. J'ai choisi de partir à 19 ans, m'installer, mais j'aurais pu rester vivre chez mes parents si je voulais. J'ai eu accès à la culture. Ma mère nous emmenait au musée. On avait une conférencière parfois qui nous faisait des cours, etc. Donc, je pars, moi, dans la vie avec un énorme bagage méga doré, tu vois. Et donc, quand je fais le choix de me lancer sur les réseaux sociaux, je fais ce choix en ayant déjà tout ça. Et aussi en me disant, alors c'est très inconscient, mais que quoi qu'il m'arrive, j'ai ce parachute doré au-dessus de la tête. Ce parachute doré, ça veut dire quoi dans mon esprit? Ça veut dire que si un jour je suis à la rue, si un jour j'ai pas d'argent, je sais que je pourrais retourner chez papa et maman et qu'ils pourront m'aider. Bien sûr, je préfère qu'on m'arrache un bras plutôt que, c'est tellement honnête. que de demander. Je suis trop fière d'avoir tout développé seule, tu vois. Bien sûr. Mais moi, j'ai pu prendre tellement de risques, même si c'est inconscient,
qu'une jeune femme qui aurait le même âge que moi, qui peut-être vient d'une famille monoparentale, ou dont les deux parents n'ont pas beaucoup d'argent, ou qui a vu sa mère galérer, bien sûr qu'elle ne peut pas prendre ces risques-là. Bien sûr, elle n'a pas forcément non plus la possibilité de faire des études, etc. Et il y a un truc de méritocratie que je trouve parfois un peu compliqué sur les réseaux, que de laisser penser à tout le monde que c'est possible en un claquement de doigts. Moi, si j'ai pu le faire, c'est aussi parce que tu vois, mes parents, à Noël, m'avaient offert une belle caméra. Il y a tout ça. Ils t'ont mis, on va dire, le pied à l'étrier plus. Exactement. Mais j'en suis complètement consciente, donc c'est pas une tare, tu vois. J'ai la chance d'être née dans une famille qui avait les moyens. Maintenant, tu as cette chance-là, utilise cette chance-là pour aider peut-être d'autres gens qui ont moins les moyens. Alors ça passe par quoi? Ça peut passer par, tu vois, donner des petits cours peut-être du soir à des jeunes filles qui en ont besoin. Aller faire des trucs, t'es pas obligé de le montrer sur les réseaux, tu le fais pour toi parce que tu as eu cette chance, donc hop, tu redistribues. Tu redonnes. Et encore une fois, c'est pas une honte, faut pas le cacher, parce qu'il y a aussi le truc inverse, tu vois, de gens qui ont eu beaucoup de chance et qui veulent pas montrer. Mais non, c'est bien si tu as eu cette chance-là. Oui, mais c'est très rare d'entendre ton discours. Mais ça vient beaucoup de... Je pense que c'est l'éducation de ma maman. Ma maman et mon papa ont travaillé, qui leur a permis d'avoir une belle situation. Ils ont eu la chance de faire des études, mais ils venaient d'un milieu classe moyenne, moyenne plus, tu vois. Et donc, je pense qu'ils ont connu un ascenseur social, donc ils se rendent compte aussi. Ils partaient pas en vacances quand il était petit. Mon père était fils de commerçant, donc en plus, les vacances, il les passait, lui, il était en colonie avec ma tante, parce que ses parents travaillaient beaucoup, ils avaient une fromagerie. Donc, tu vois, pendant les périodes Noël et tout, ça bossait bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette chance, et j'ai aussi eu la chance de... la semaine, on était à Paris avec mes parents, et le week-end en Normandie. Ils avaient une maison en Normandie. Et tu y vas encore assez régulièrement, non? Oui, tout le temps. Et en Normandie, quand j'étais le week-end en Normandie, j'étais avec toutes mes copines au Poney Club, parce que je passais mon temps au Poney Club. J'ai fait beaucoup d'équitation, j'ai fait beaucoup les championnats de France, etc. Et donc, finalement, les copines que je voyais, c'était mes copines de Normandie, parce qu'à Paris, on n'y était pas le week-end, donc j'étais pas trop dans les soirées, dans les trucs avec les gens de Paris. Et je me rendais bien compte que la réalité, c'était pas vraiment la réalité à Paris, c'était plus, tu vois, avec mes copines, tranquille, quoi. Donc ça, je pense que ça m'a bien aidée, mais c'est vrai, l'éducation de mes parents a fait beaucoup. Alors, tu es certainement une privilégiée, c'est certain. Je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui partent dans la vie avec moins d'aide. Moins de chance, moins d'aide. Cependant, en fait, je suis complètement d'accord avec ton discours, et en même temps, je suis complètement l'inverse de toi. Je nais dans une famille qui se sépare quand j'ai 3 semaines. Oui. Enfin, tu vois, je te l'ai raconté. Ma mère fait 1000 boulots pour joindre les deux bouts. J'ai fait mes courses à la calculatrice jusqu'à mes 21 ans. Enfin, voilà. Mais en même temps, attention, je n'ai pas l'impression de manquer quelque chose. De toute façon, vu que je n'ai pas eu, je ne peux pas manquer. C'est ce qu'on disait dans la vidéo, c'est que quand tu n'as pas connu, effectivement... surtout si t'es pas confronté à des gens, tu vois, qui... C'est ça. Autour de moi, personne n'avait. Enfin, si tu veux, on vivait dans une cité HLM, personne n'avait. Oui. Donc, si tu veux, j'ai pas vu quelqu'un... T'avais pas de repères? Non, j'avais pas de repères. Mais je me suis donné les moyens quand même d'y arriver. Donc, je pense que c'est plus difficile, bien sûr. En fait, je me suis aussi donné les moyens parce que... Évidemment. Tu sais, alors, du coup, j'avais un peu le truc inverse, c'était... De prouver que. Et surtout prouver que j'étais pas... la dernière des idiotes. Parce qu'il y a eu un truc, c'est que quand j'ai très vite dit, tu sais, quand tu es à l'école et que les profs te disent en début d'année, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Bon, forcément, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire médecine, qui voulaient faire des grandes écoles, etc. Très bien. Moi, tout de suite, j'ai mis faire de la télé. Okay. Quand tu dis faire de la télé, t'es en 4e, on te regarde un peu, qu'est-ce qu'elle veut. Et comme j'avais des bonnes notes à l'école... tu vois Pardon, madame, répétez. Comme j'avais des bonnes notes à l'école, les profs disaient à ma mère aux réunions parents-prof, c'est fou ça. Mais envoyez-la en prépa, machin. Et ma mère disait, mais moi je veux que ma fille soit heureuse. Et encore une fois, grande chance d'avoir les parents qui me disent, on veut que tu fasses un minimum bac+3 pour toi, pour que tu aies ce bagage-là. On a la possibilité de te payer les études, donc fais au moins ça, tu vois. Bac+3 c'est bien, après tu fais ce que tu veux, tu en as les capacités, tu as les ressources pour, fais-le. Donc je l'ai fait à distance pour me permettre de bosser à côté, tu vois. Mais quand ça s'est su à l'école... T'avais des parents d'élèves qui disaient à ma mère « Mais vous êtes fous de laisser Alix faire autant de radio, tant de trucs », alors que j'avais les résultats qui suivaient, tu vois. Mon bac, je l'ai eu, j'ai eu mention très bien. J'ai travaillé à côté à l'école. Je voulais pas que mes parents, j'avais un peu peur qu'ils aient honte, qu'ils se disent « Alors, c'est vrai qu'Alix, elle était gentille, mais on ne sait pas pourquoi, il y a un truc on ne sait pas pourquoi, là. C'est dommage parce qu'il y avait une trajectoire et là, elle a pris le virage. » Mais en fait, je pense que les gens oublient qu'on doit être cultivé, on doit être intelligent aussi pour faire de la télé. Oui, et puis que on peut... s'amuser dans son métier. Bien sûr. Moi, j'ai envie de m'amuser. Aujourd'hui, on va travailler tellement longtemps
que j'ai envie de me marrer, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent. Et le fait d'être épanouie dans son métier, le fait de ne pas avoir... Pour moi, ça, c'est le meilleur truc, c'est le dimanche soir, de ne pas avoir la petite boule. Alors, en soi, je ne l'ai pas tant connue parce que très vite, tu sais, j'ai bossé pour moi, etc. Tu l'as pas connue même pour aller à l'école? Justement, je l'ai connue que pour aller à l'école, mais je n'ai jamais été dans un travail, tu sais, salarié, véritablement. Donc, j'ai jamais connu ce truc d'avoir un patron et tu crains peut-être ton patron. Mais c'est vrai que le truc, je l'avais à l'école, le dimanche soir. Quand il y avait les programmes là à la télé. Moi j'entendais 7 à 8, je me suis dit oui. Le générique. Exactement la même chose. Ça, ou alors tu avais les reportages genre les complexes de rêve aux Maldives et ils te montraient les hôtels de fou et tout. La fameuse voix est revenue. Elle est revenue. Et quand j'avais ça, je sais pas, je suis dans un truc pas bien et je me stressais beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse, sans que ça paralyse quoi que ce soit, tu vois, mais je suis de nature un peu anxieuse. Je me mettais une pression quand j'ai dû préparer le bac là. Je me serais mis des tartes parce que j'étais cette élève. J'ai toujours été bien intégrée à l'école, j'ai toujours été déléguée, j'ai toujours des potes et tout. Vous allez me juger dans les commentaires. C'était moi qui faisais comme ça et le prof qui disait pas toujours Alix. Parce que je voulais me rattraper sur la participation, surtout en maths là, où j'étais une prêle absolue. En 4e, j'avais 4 domaines, c'était un enfer. Mais t'avais quand même tous tes potes, t'avais quand même des potes. T'étais pas J'étais pas l'intello, non. Et puis, qui a pas d'amis, quoi. J'étais sympa, j'ai essayé copier, moi. Je venais à côté d'Alix, je mettais pas ma trousse au milieu, moi. Donc non, j'ai toujours eu la chance d'être super bien intégrée, j'étais investie, j'étais déléguée, j'avais envoyé les frites à la cantine le vendredi, enfin tu vois, des vrais projets. Des vrais projets. Là, on était attention, parce que moi, les frites, c'est de chez moi. Un vrai programme, c'est vrai. Donc j'ai toujours eu cette chance-là, mais c'est vrai que par contre, je n'avais aucunement conscience de mes capacités et donc j'étais cette élève insupportable qui disait ah non mais là j'ai raté, catastrophe. Au final j'avais 18, je me foutrais des tartes parce que vraiment je rentrais chez moi, j'étais mal. Pourquoi tu pensais ça? Pourquoi donc à mon sens tu te dévalorisais déjà beaucoup? Parce que j'avais l'impression que j'aurais pu mieux faire, pas que c'était pas bien ce que j'avais fait, mais tu sais avec le recul je me disais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça en intro, ça comme ça. T'as encore ce truc aujourd'hui? Un peu moins maintenant, parce que je prépare beaucoup, donc je sais globalement ce que je vais faire. Et dans mon métier, j'ai adapté ma stratégie de contenu, ma façon de faire des trucs, pour que ça n'arrive pas. Mais ouais, j'ai toujours envie que ce soit beau, que ce soit bien. J'ai envie de bien faire, quoi, tu vois. En plus, tu travailles beaucoup avec des marques aussi, en tant que créatrice de contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Une marque, par exemple, te contacte, te donne un budget, et puis... Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, finalement, je travaille assez peu avec des marques, puisque depuis maintenant 3 ans, j'ai une expérience de l'influence qui est un peu différente de mes collègues. C'est hyper intéressant, tu vois, que tu puisses expliquer à tout le monde ce qui se passe. Alors, c'est vrai parce que je pense qu'on est très peu dans l'influence à fonctionner comme ça. Je me demande si je ne suis pas un peu la seule. Parce que comme j'ai ce truc média qui est au-dessus de moi, je ne veux surtout pas qu'on dise « Alix, l'influenceuse », tu vois, si un jour j'ai une émission, qu'on me dise la chaîne fait confiance à l'influenceuse Alix Grousset. Dans tous les cas, si vous êtes un journaliste et que vous tombez là, ne faites pas ça. Tu l'auras. Je sais que je l'aurai et c'est normal. Tu peux faire tout et n'importe quoi, tu auras tout ce que tu ne veux pas dans les gros comme titres toi, tu fais une interview, on va dire la danseuse de Danse avec les stars. Oui, mais bien sûr. De toute façon, on te catégorise. Mais je veux pas trop être affiliée à ça parce que je sais que ça peut être aussi un frein pour les gens de télé ou de radio, tu sais, de faire confiance aux influenceurs et même je n'aime pas trop le terme influenceur. Enfin, je me dis, moi, j'ai pas envie d'influencer les gens. Tu vois, bon, peut-être que par certains... Hier, j'ai montré une tasse dans ma story avec un petit chat mignon. Bon, il y a des filles qui m'ont demandé le lien. Peut-être que j'ai influencé cet achat. Mais bon, j'avais ma tasse que j'ai achetée et voilà. Donc, sur mon compte Instagram, sauf cas exceptionnel, genre une à 2 fois dans l'année parce qu'il y a vraiment un truc très affinitaire ou quoi, jamais de code promo. Que ce qu'on appelle de l'image de marque. Donc, c'est-à-dire qu'une marque vient avec un budget, me dit « Ok, on a tel truc, on aimerait que tu crées un concept autour de ça. » Je travaille beaucoup avec des marques affinitaires comme par exemple Picard, Chocolat Merveille du Monde. Je pensais à toi, hier je passais devant Picard, je te jure, je pensais à toi. Tu vois, ça veut dire que le travail est réussi. Oui, bien sûr. Parce que tu m'as affiliée à l'image Picard. Je t'ai complètement affiliée à l'image Picard. Et si tu veux, c'est que des marques avec lesquelles j'ai un affinitaire avant de travailler avec eux. Picard, avant 15 jours, il me dit « Tiens, ça te dirait qu'on bosse ensemble ?» J'ai fait 20 top Picard en ce qu'on appelle en organique, c'est-à-dire non payé par la marque. Et bon, il ne faudrait pas qu'ils l'entendent. Ils vont l'entendre. si un jour, ils ne travaillent plus avec moi,
Je continue Tu vas à aller chez continuer Picard. parce que tu aimes cette marque. J'aime cette marque. Bien sûr. Monoprix, jamais bossé avec eux. Tous les 4 matins, je dis quand je vais au Monop faire mes courses, voilà. Merveille du Monde, le chocolat de mon enfance, là j'ai bien bossé avec eux parce qu'ils sont revenus. Donc on a créé tout un espèce de petit court-métrage autour des nouvelles tablettes. Donc tu vois, je mets toujours un peu de prod. Ce que je n'aime pas faire, pour expliquer aux gens, c'est être face cam et dire voilà mon shampoing, il y a moins 20% avec le code ALIX10. Ça, c'est quelque chose avec lequel même je ne suis pas à l'aise d'être vendeuse et que la suite va dépendre de est-ce que j'ai fait des ventes, est-ce que je ne veux pas avoir cette pression-là. Je suis là pour te dire, ok, il y a ça qui arrive, mais donc je travaille par exemple avec le CNED, qui est le Centre national d'éducation à distance. Trop bien. Parce que j'ai fait le CNED pour leur podcast. Donc, j'anime pour eux un podcast. Je fais beaucoup d'incarnations sur des médias, tu vois. Comme j'ai cette casquette un peu média, des marques, des agences, des médias me font confiance pour animer leurs réseaux sociaux, pour Disney+, aussi, je bosse avec eux. Trop cool. Ça, c'est pas posté sur mon compte. C'est ce qu'on appelle en marque blanche. C'est-à-dire que c'est posté sur le compte de Disney+. Donc, Disney+, me paye pour faire des vidéos sur leur compte à eux où je fais les recettes des séries et des films Disney. J'adore. Donc, tu vois, la dernière qui est sortie, on a fait la ratatouille de Ratatouille. J'ai fait la salade de la Scala de Kim Kardashian, le gâteau à l'ananas de Desperate Housewives. Okay. Et donc, tu vois, je suis payée pour faire de l'incarnation sur leur réseau à eux. Et ce qui est génial, c'est que ça me permet de bien gagner ma vie et que mes abonnés ne soient pas surchargés de collaborations. Sur mes réseaux, il y a peut-être une collab par mois. Allez, 2, parce qu'à Noël, il y a peut-être des collabs, tu vois, les marques veulent vraiment communiquer à ce moment-là. Mais rarement plus. Et parce que je n'accepte pas les trucs, un post en feed avec le produit dans la main, pas du tout. Les collabs que j'ai envie de faire, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de mettre de la prod derrière, j'ai envie de faire venir Sarah, ma cadreuse, qu'on se déguise. Plus on se déguise, plus je suis heureuse. Les déguisements. Tu vois, par exemple, je te redonne un exemple pour Picard. L'an passé, une grosse activation qu'on a eue, c'était sur la soirée de Noël, où très souvent à Noël, il m'active parce que je suis un peu Madame Picard, autoproclamée, mais je suis un peu Madame Picard. J'ai adoré cette vidéo. Donc, si tu veux, la collab, c'était quoi? J'avais un réel à poster au lendemain de la soirée de Noël, où je me baladais pendant la soirée, je montrais aux gens les nouveautés qu'il allait y avoir chez Picard, un peu l'ambiance de la soirée, l'interview du chef qui avait signé la bûche. Pendant la soirée, j'avais ce qu'on appelle un set de stories, donc des stories à faire je devais faire des petites interviews des créateurs de contenu en leur demandant quel était leur truc Picard préféré. Attends, mais c'est quoi la vidéo où le pitch, en gros, c'est t'arrives en retard, on te donne une date. Ah, pour les 50 ans de Picard. Ah, j'ai adoré cette vidéo, je te parle de celle-ci, moi. Parce que les gens vont penser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Picard. Mais on les adore. J'ai adoré cette vidéo. Oui, alors ça, c'était, peut-être qu'on pourra vous la mettre dans la description, avec si jamais, plaisir. pour que les gens puissent voir, tu vois, quand on explique. Plaisir. En gros, c'était, donc là, c'est Picard qui vient dans mes mails, qui me dit, toc, 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 on fête les 50 ans cette année, qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, il me donne un budget. Ok. Donc moi, je me dis, ok, ça, c'est un budget qui correspond à peu près à un réel et un set de story. Donc là, je vais partir dans un délire, je contacte Sarah, ma cadreuse, je lui dis, je veux un truc, un chapeau pointu. On part de là. Et là, il faut qu'on déroule une idée. Donc, c'est 50 ans de Picard. Je commence à me dire, OK, comment on pourrait faire? On va partir sur un réel où c'est la date qui est importante. Donc, le premier plan, on voit qu'il y a une date importante. Je fais des allers-retours dans mon appart. J'appelle des gens. Je dis, ah non, désolé, je peux pas, j'ai un truc important. Et en fait, on fait monter comme ça le truc jusqu'à la fin. Je mets une robe de soirée. J'ai été commander un gâteau chez une nana qui s'appelle Crush Cake, qui fait des gâteaux en crème au beurre, où je lui ai fait écrire Picard dessus. Tu sais, je dépense. Alors là, je dépense. T'y vas quoi? J'y vais à fond quoi. Je mets une robe de soirée machin. Et le climax de la vidéo, c'est j'arrive devant le Picard, je souffle dans le truc comme ça, et je rentre dans le Picard et je hurle. Bon anniversaire Picard! C'était génial. Ça me fait marrer. C'est des trucs qui me font marrer, tu vois. Comment te viennent toutes ces idées? T'es seule dans ton équipe créative? T'as des gens avec toi qui t'aident? t'aident? J'ai Florie qui passe avec moi. Qui est, moi, je suis pas en agence, donc j'ai toujours refusé ça, être d'exclus et tout. Dans tout ce que tu fais? J'autoproduis tout. Tous mes formats sur le clic d'Alix, c'est moi qui paye tout. Tout est à mes frais. Il n'y a pas de marque dessus. J'aimerais bien réussir à mettre une marque, tu vois, pour au moins payer la prod, parce qu'une interview, ça coûte entre 3 et 4 000 € à produire. Donc, c'est vrai que s'il pouvait y avoir une marque au début de la vidéo, tu vois, par exemple, on citait Picard, ça pouvait être Picard, bien sûr, sponsorise cette vidéo. Vous avez une glace offerte si vous... Voilà. Et puis, basta punto, on passe à la vidéo. Ouais. Ça, j'aimerais bien. Et puis, je pense que les gens sont très au fait de ça dans les commentaires. Ils comprennent très bien que s'ils veulent que j'ai un rythme de vidéo régulier... c'est très OK, tout le monde le fait. Et puis, moi, je trouve ça chouette. Et sur TF1, avant Danser avec les stars, il y a machin et partenaire de Danser avec les stars. Tu peux y aller, il y en a 4-5 qui déroulent là. Ce qui est relou, je trouve, c'est dans une vidéo, quand il y a un placement un peu lourdingue, au fait, ce superbe mascara que tu portes, dis donc, je l'ai vu au Monoprix, non? Tu vois, ça, c'est lourd. Mais si c'est un petit pré-roll... Là, on vient de se cramer tous les sponsors mascara. J'adore.
Ouais, bien sûr. Donc j'aimerais bien avoir ça. Donc il y a Florie qui bosse avec moi, qui gère tu vois, un peu la partie contractuelle, qui relie les contrats, qui évite que je me fasse avoir, parce que moi parfois je me vois pas les trucs. Ça peut aller très voilà. vite. Hein. Et Flo a un esprit malade, et donc elle me fume de rire. Et donc souvent, elle m'aide un peu à brainstormer. Mais très souvent, les idées me viennent dans la nuit, entre 2 et 3 heures du mat. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une fenêtre à ce moment-là, et ça me réveille. Et tant que je n'écris pas sur mes notes là, parce qu'en fait, le problème, c'est que je risque le lendemain matin d'oublier. Mais c'est des trucs débiles. Par exemple, cette nuit, ça a été quoi? Ah ouais, c'est arrivé, alors super. Mais c'est toutes les nuits. Alors là, je me suis dit, en fait, j'ai vu un thread sur Twitter d'un gars qui disait, tous les jours dans ChatGPT, je mets ma liste de courses dans ChatGPT et il me fait les menus de la semaine. Je me dis, c'est malin d'utiliser ChatGPT comme ça. Je me dis juste ça dans ma journée, tu vois. On passe à autre chose, je fais ma live. Cette nuit, dans ma tête, je me dis... Donc, je me réveille, et là, dans ce coup, je me dis, et si je prenais en photo mon frigo, est-ce qu'avec la photo du frigo, il va pouvoir me faire un menu? Waouh. Sauf que là, j'avais ça dans la tête, donc je le note dans mes notes. Il est 2h du matin. J'allais dire, tu te lèves, tu fais la photo vraiment de ton frigo à 2h du matin. Oh putain. Et donc, quand cette vidéo sortira, certainement le réel sur mon compte Instagram sera sorti. Et ben, on mettra le lien aussi. Je suis donc allée prendre en photo mon frigo. ChatGPT a dit, ok, donc je vois que dans ton frigo, il y a de la feta, des aubergines, des œufs, machin, et il m'a fait un menu pour 5 jours. Je peux pas te croire. Voilà. Donc, ça peut être un truc aussi con que ça, tu vois, voilà. Mais ça peut être aussi, ok, dans mon réel Picard, parce que dans la journée, ça m'a travaillé. Ouais. Et l'info vient à mon cerveau à un moment où il doit être un peu au repos, et ça me réveille, et j'écris, et je me rendors. Après, t'aimes ça, t'aimes créer, t'aimes écrire. Ah oui, non, oui, j'adore ça. Mais ça peut être un piège, parce que de fait, ça s'arrête quand, ça hein? Parce qu'en fait, ça s'arrête jamais. Et tout le piège, et là où il faut faire très attention quand on est créateur de contenu, c'est d'avoir une vraie vie en dehors des réseaux. C'est ça que je suis très secrète sur ma vie, que j'ai jamais montré un mec, jamais montré un de mes potes hors réseau, tu vois, qui a pas un compte Insta, etc. Jamais. Alors, là, je dis jamais. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Okay. Mais tu vois, je dis même pas si je suis en couple ou pas. Je ne veux pas que ça rentre dans Alix des réseaux. Et je suis très OK avec ça, de me dire qu'il y a Alix des réseaux et Alix qui a sa vie privée, qui est super importante d'avoir sa vie privée pour justement déconnecter. Parce qu'en fait, le piège, c'est quoi? C'est que dès que tu as un tout petit moment de tranquillité ou tu es dans ton canapé, et ben, tu vas te dire « Ah bah non, mais attends, là, je peux prendre une photo de mon frigo et faire un réel sur ChatGPT, par exemple. » Et il faut savoir couper parce que sinon, bah, tu pourrais tout le temps créer, tout le temps et t'épuiser. Est-ce que des fois, tu es épuisée? Non, parce que je pense que je gère assez bien le truc. Je taffe beaucoup, on est honnête entre nous, c'est vrai que je taffe beaucoup. Mais ce rythme-là me va bien parce que je suis passionnée et que je pense avoir trouvé le juste équilibre entre mes moments perso et mes moments pro. Mais parce que ça passe par le fait de bien cloisonner ma vie personnelle. Ça ressemble à quoi une journée type chez toi? Une journée type, alors une journée où il n'y a pas... une journée où il n'y a pas de tournage, en fait, finalement, c'est une journée où je vais au bureau, j'arrive au bureau vers 8h30, je repars vers 19h. Parfois, on a des déj pro avec Florie, donc je suis toujours au bureau avec Florie et Léa qui travaillent avec moi. Parce que là, depuis très peu de temps, finalement, j'ai pris mes bureaux. Avant, on travaillait, c'était Léa qui avait des bureaux rue Bachaumont, dans le 2e. Et là, on a pris des bureaux un peu plus dans le centre de Paris. J'allais tout à fait dire l'adresse, mais on va se calmer quand même. Oh, vous étiez déjà bien central, rue Bachaumont. On était bien central et on est encore plus central. Ok. Ça réduit un petit peu le champ. Et du coup, c'est trop cool parce que c'est vrai qu'on bosse. Moi, j'écris énormément, que ce soit pour les interviews, pour les projets annexes. On fait des trucs avec des clients. Souvent, si je dois tourner, je tourne le matin. C'est le moment où je trouve que je suis la plus dynamique. Donc, parfois, je tourne le matin, j'arrive au bureau après. J'ai tourné plein de contenus verticaux. Et puis voilà, si c'est des jours d'interview, je suis en interview, tu vois, comme toi, toute la journée. J'enchaîne les ITV, j'essaie d'en caler 3 dans la journée pour essayer de rentabiliser. Parce que comme ce que je te disais, une interview, c'est entre 3 à 5 000 €. Donc, ça fait des bonnes journées. Ouais. Bien sûr, j'aimerais bien tourner beaucoup plus. Mais comme je suis toute seule pour tout gérer, faire le lien entre ma cadreuse, faire la prod, valider les interviews. Il n'y a pas une chaîne derrière. Il n'y a pas... Mon rêve, moi, c'est d'arriver, faire mon métier. Et c'est ciao, tu vois. Ouais. Mais ça, et pour ça, il faut être en télé. Donc, je pense que tu aurais quand même toujours un œil là-dessus. Bien sûr. Mais quel luxe de faire ce qu'on aime au plus profond de soi, c'est-à-dire animer. Moi, gérer les trucs de prod, ça ne m'amuse pas. Hein. Ouais. Il y a des gens qui adorent gérer la prod. Moi, j'aime pas ça. C'est un taf à part entière. Réfléchir à, pour le cadrage, est-ce qu'on met une fleur comme ça? Je déteste ça. Donc, je le fais parce que j'ai pas le choix. Et qu'aujourd'hui, je peux pas avoir la prétention et même les moyens financiers d'avoir un décorateur, mais je rêve de ça et c'est pour ça aussi que j'adore la télé, c'est que j'adore me dire que... Le budget est presque illimité. Alors pas illimité, mais pas illimité pour toi, mais illimité pour la déco, pour tout ça. Ouais. Oui. Et tu vois, c'est ce dont je rêve, quoi.
Une émission que tu pourrais créer, si un jour tu as l'occasion de créer une émission, tu mets de la cuisine dedans? T'inclus de la cuisine Moi, dedans? j'aime bien les trucs, tu sais... Je sais pas si je mettrais de la cuisine. Alors, j'adore les programmes cuisine. C'est vrai que j'adore les programmes cuisine parce que je regrette un peu que dans les programmes cuisine, les animateurs soient un peu trop passe-plat. Bon, bah là, ça se vérifie. Enfin, cette expression va bien avec ça. Mais j'aimerais bien qu'ils soient un petit peu plus impliqués. À la grande époque du meilleur pâtissier, je trouvais Faustine Bollard très impliquée. Elle goûtait les trucs tout. Moi, j'ai envie de goûter. J'ai pas envie de préparer aussi à côté, quoi. C'est d'être un peu plus impliquée dans l'incarnation. J'aimerais bien avoir une émission de cuisine, c'est sûr. Et j'aime beaucoup aussi les émissions comme Un dimanche à la campagne, là. Ça s'appelle comme ça. Ça, je peux écouter en podcast aussi. C'est dans un cadre super. C'est des émissions long format. On se pose, on a le temps de parler. Comme là, tu vois, tu as le temps d'expliciter ton propos. Et pas juste de dire une phrase qui pourrait être sortie parce qu'il n'y a pas tout le contexte. Ça, j'adore ce genre de truc où tu fais parler les gens. Mais j'ai aussi envie d'un truc un peu sympa, un peu à la Dals, tu vois. Quand je te dis la grande époque avec Sandrine Quétier, franchement, quand elle était là, ou quand il y a Karine Ferry, là, je me réfère à des animatrices femmes, tu vois. Je trouve que c'est génial, des plateaux comme ça. T'es déjà venue sur le plateau de Danse avec les stars? Oui, j'avais fait une vidéo avec Carla Lazari. Quand à la saison de Carla. Donc j'étais là. Oui, t'étais là. À la saison de Carla, je l'avais suivie, c'était pour la demi-finale dans les coulisses. Ah, ok, d'accord. Et c'était trop sympa. J'étais là, je regardais ça avec les yeux. Et en fait, c'était trop bien et à la fois horrible. Parce que, tu vois, j'étais là et je me disais... C'est ça. Mais en fait, ma grande, là, ta place, elle est pas... c'est chouette, t'es sur YouTube, t'es là, mais t'as envie d'être au milieu, là. T'as envie de lire le prompteur, de dire « Allez, on accueille ma chiennette tu vois. Pas comme ça. Je dirais pas comme ça. Non, parce que... Voilà. Et ce genre d'expérience, tu vois, c'est comme quand, par exemple, je passe des pilotes radio. Ça me le fait beaucoup plus en radio. Remarque un peu en télé aussi, mais beaucoup plus en radio. Tu mets ton casque, tu fais ton pilote. Tu sais que tu as plutôt bien fait le taf. Bon, si tu as planté, tu sais que tu as planté, c'est mort. Mais si tu as bien fait le taf, ce moment où tu retires ton casque et tu te dis, et ben voilà, c'était bien. Du coup, à l'année prochaine, même période, même chaîne. C'est beau de voir à quel point on a encore des gens qui sont passionnés, qui ont une passion. Tu transpires ça. J'ai chaud aussi. Hein. Ça se sent, ça se voit. Et je te souhaite du fond du cœur vraiment d'y arriver. Parce que moi, je fais un peu d'animation je suis sur TF1 et je mesure la chance que j'ai. Et je mesure aussi la difficulté que c'est d'être sur une si grosse chaîne et d'avoir envie de plus, il faut l'avouer, d'avoir envie de faire plus, parce que je pense aussi en être capable, mais on ne te donne pas cette possibilité-là. Donc en fait, la vie, je crois que c'est ça aussi. La vie, c'est parfois on te donne, parfois on ne te donne pas, à quel moment, pourquoi, qui, quoi, que c'est. Parfois, en fait, tu n'es pas tout le temps maître de ta propre vie. Et de le dire, tu vois, là, tu le verbalises, le fait que tu aies envie. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que j'ai accepté l'interview avec toi. C'est parce que sur les réseaux, je leur dis tout le temps. Je leur dis tout le temps, écoutez, s'il vous plaît, on va y arriver ensemble, les amis. Je les tiens au courant de ça et je sais que les abonnés sont hyper soutenants et que le jour où j'aurai une place en télé, franchement, ils ont fait une pétition. Moi, je les aime. Il y a eu une émission et puis ils ont annoncé que l'animatrice partait. Ils sont allés dans les commentaires pour dire « Prenez Alix Rousset, trop gentil !» C'est trop mignon. Et les gens savent. Et en fait, je me dis « Mais tu le dis sur les réseaux, mais les chaînes, elles ne sont pas forcément sur les réseaux. » Bien sûr. Donc, va le crier haut et fort que tu as envie d'aller en télévision. Bien sûr. Parce que si on ne le dit pas, les gens ne peuvent pas le deviner. Tu vois, ou ne peuvent pas s'intéresser à toi en se disant « Ah bah tiens, cette petite, elle a envie. Qu'est-ce qu'elle vaut ? Viens, on va la tester sur un programme. » Et de dire aussi quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Tu vois, là, j'ai animé un super magazine pour France Télé pendant 2 ans qui s'appelle L'Entre-deux, qui est un magazine de société. J'ai appris énormément de choses parce que c'était des sujets d'actualité. On a fait des sujets compliqués, la peine de mort, la prostitution chez les jeunes, des sujets un peu plus légers comme la cuisine, ce genre de choses, mais des sujets un peu lourds à porter. J'ai adoré l'exercice et à la fin des 2 ans, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire à terme. Mais ça, c'était trop bien parce que j'ai pu pratiquer et je me suis rendu compte que... Ok, faire un peu de... Comme ça, animé, ça me va, mais c'est pas ce que je veux faire. Je sais par exemple que je serais très mauvaise dans des émissions type de débat, comme par exemple TPMP. Tu vas donner mon avis comme ça. Et puis il y a plein de sujets sur lesquels j'ai un avis très neutre. Tu vois, moi je suis assez quand même pour la mesure et que parfois tout n'est pas tout blanc. Alors bien sûr, il y a des sujets très graves où tout est blanc ou noir, on est d'accord. Mais sur plein de sujets, j'ai pas envie de me positionner. Je serais mauvaise là-dedans. En revanche, animer, passer les plats,
faire un peu de, tu vois, voilà, être avec les gens, interaction, ça, je sais que je suis bonne là-dedans. Mais si tu le dis pas, comment les gens peuvent le savoir? Évidemment. Et puis, on va pas te reprocher de vouloir dire ce que tu veux faire. Et au pire des cas, il se passe rien. Tu vois, c'est comme aller démarcher, aller envoyer des CV, aller... Au pire, qu'est-ce qui se passe? En fait, chercher un travail, c'est un travail. Bah oui, bah clairement. C'est se donner les moyens d'y arriver. Donc, et ça, c'est bon pour tout, en fait, finalement. C'est bon pour n'importe quoi. Quand tu es un petit jeune de 18 ans, tu viens d'avoir ton bac, tu veux avoir un travail, tu cherches un travail. Bah, chercher un travail, c'est un travail. Et au pire, on te dit non. Oui, c'est pas... Tu vas t'en relever. Tu vois, pour les interviews, moi, je l'ai beaucoup eu parce que souvent, on me dit est-ce que tu as beaucoup de gens qui refusent les interviews? Mais c'est plutôt est-ce que j'ai beaucoup de gens qui acceptent? Je prends plus de refus que de oui. Mais, ah ouais? Ah bah oui, ouais. tout le temps. Mais ça, je le comprends parce que même moi, je passe mon temps à refuser des interviews parce que je suis pas à l'aise. Je préfère largement quelqu'un qui me dit écoute, j'ai pas envie de faire d'interview, plutôt quelqu'un qui va venir pour me faire plaisir ou qui va se forcer, qui va être ce qu'on appelle un mauvais client, qui va te répondre par oui ou par non. Et toi, tu es là pendant ton interview, tu vas sortir tes grosses rames. Et à la fin, tu te dis punaise, le pauvre, ça se voit qu'il n'était pas à l'aise, tu vois. Donc, il n'y a aucun souci à me dire non. Et je préfère largement qu'on me dise donc oui. Mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de non. Mais il m'est jamais rien arrivé parce que j'ai tenté des choses, encore une fois, en restant poli, sans être un gros forceur, sans mettre les gens mal à l'aise, sans avoir trop de... tu sais, il y a ce truc aussi, trop de culot, trop de trucs. À un moment donné, il faut aussi rester poli, il ne faut pas marcher sur les autres. J'espère et je ne pense pas n'avoir jamais essayé, tu sais, d'écraser quelqu'un. Parce que alors ça, moi, le karma, j'ai trop peur de ça. Donc jamais ça ne me vient... Oui, moi aussi. Moi aussi, donc jamais je n'ai envie d'avoir quelque chose en me disant là, tu sais que tu as fait un truc pas foufou parce que je serais pas fière de moi et j'aurais trop peur que, comme disait un grand sage, la roue tourne. Non, mais oui. Et j'aurais trop peur que ça m'écrase, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De la téloche. Vraiment. Ah ben là, j'ai très envie que, tu vois, on est en dernier semestre 2024. Là, il faut que 2024-2025, j'ai un pied dans l'engrenage. Et après, saison 2025-2026, on est parti. Les réseaux, je l'ai toujours vu à moyen terme. Maintenant, c'est vraiment du court terme pour moi. En tout cas, dans le temps que j'y consacre dans mon activité, tu vois, là, aujourd'hui, c'est peut-être 70, 30, donc 70 réseaux, 30% médias. Ouais. Vraiment envie, là, même début 2025, que ce soit du 50-50, quoi. Écoute, on te le souhaite aussi. Je sais très bien que tout le monde te le souhaite et vraiment du fond du cœur, moi la première. Alors on va faire un... On a l'habitude dans Avec ou sans sucre, si vous nous écoutiez en podcast avant, parce que là on vient d'arriver sur YouTube pour cette saison, vous savez très bien, vous ne l'avez jamais vu. Le petit oracle des anges, le fameux. Je vais te laisser mélanger. Okay. Ensuite, tu vas couper le jeu avec ta main gauche et tu prendras la carte du dessous. Et tu pourras nous lire, s'il te plaît, la carte à voix haute. Okay. Tu vas te poser une question en mélangeant. Tu n'es pas obligé de nous donner Attends. Il faut une question précise. Non? Si on veut que ça se réalise, non? Poste la première question que tu as envie de te poser. Il va pas me dire oui ou non. Non. Ok, d'accord. Parce que je t'avoue que ça pourrait me mettre un petit bad pour la fin de journée. Je t'avoue que la fin de semaine, là, elle va pas être ouf, Inès. Non, du tout. Ok, d'accord. C'est un message des anges. Ah ouais, okay. Ils vont être sympas. Voilà, c'est... Voilà. Tu sais que ma maman croit beaucoup à ses guides et elle me dit tout le temps qu'elle a des anges ou des guides qui lui envoient des petits messages. Bah, bien sûr. Bon, attends, je me concentre sur ma question. Tu vas en avoir un. Ok. C'est une question qu'il faut que je me pose? Ouais. Je l'adore. Attends, mais j'ai envie de tourner la question pour qu'elle soit... Ok, c'est bon. Alors, coupe avec la main gauche. Ok. Voilà, et je te laisse... Tu peux ouvrir les yeux. Oui, pardon. Hop, et je te laisse prendre cette carte-là. Et si tu peux nous la lire à voix haute, s'il te plaît. Oh, miracle, il a écrit. Oh, c'est beau. Oh, purée, ça va mieux. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. J'espère. C'est beau. Ouais. Oh, ça va. Ah, c'est super beau. C'est positif, ça. Oui. C'est extrêmement positif. Et tous les invités qui sont venus dans Avec ou sans sucre, donc je crois qu'on a fait, quarantaine, j'exagère? Non, je pense pas, une petite quarantaine d'interviews. Ça répondait à leurs questions. Plus ou moins. Allez, peut-être que 2-3 fois, j'ai des invités qui se sont dit, ah bah là, tu vois, je le vois pas, je le lis pas. Ah si, ouais.
Ouais, non, je pense que c'est... Eh bien, écoute, je te souhaite du fond du cœur que les anges t'aient apaisé. Oh bah, c'était limpide pour vous tous, hein. Je pense que, bon, comme dirait ma mère, pas besoin d'être sortie de Saint-Cyr pour comprendre. Hein. Bah, écoute, on croise les doigts. On va terminer notre podcast, ne bouge pas, par la petite photo Polaroid, parce qu'on l'adore. On a un polar. Est-ce que je peux demander à un des garçons derrière la caméra, je vous les montrerai un jour, vous allez voir, de nous faire les hommes de l'ombre, les hommes en chaussettes de l'ombre. Alors attends, tu nous dis 1, 2, 3, d'accord? C'est celui-là. Oh. Ça démarre très très bien. 1, 2, 3. Merci beaucoup Thibaut, merci 1000 fois Alix, non, merci à toi. Du fond du cœur d'avoir déjà accepté mon invitation. Non, ça m'a fait trop plaisir. De m'avoir invité moi dans ta chaîne YouTube, dans ton émission, dans ton podcast, qui était vraiment un excellent moment pour moi. Et on te souhaite vraiment du fond du cœur. J'adorerais que tu sois l'une de mes collègues chez TF1. Oh bah écoute, moi aussi j'adorerais. Vraiment, vraiment. Bah, moi en tout cas j'étais trop contente de venir. J'allais faire la conclusion. Je t'adore. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Bah, bien sûr, n'hésitez pas. J'espère que j'ai bien parlé. Tu as été que parfaite. Les gens seront contents et que je n'ai pas dit de bêtises. Je pense que ça va faire du bien aussi aux gens de te voir dans un format dans lequel toi tu pratiques aussi. Tu vois, c'est aussi intéressant d'avoir ce match retour. Je pense que les gens vont être très contents quand je vais t'annoncer et quand je vais annoncer la sortie de la vidéo. Et tu as été, comme tu sais le dire, une très bonne cliente. Bon, bah, je suis contente. Donc ne t'inquiète vraiment pas. Je suis contente. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Je vous embrasse. Bisous.